Bonjour à tous. Avant d'aller voir la partie REST, juste un petit rappel sur la notion de composant web et en particulier la notion de servlet en, en Java. Donc c'est une petite série de slides issus, enfin voilà, dont j'ai repris la source sur des slides de Jacques Longchamp. C'est pas au cœur de ce qu'on va voir ensemble, mais c'est bien de comprendre sur quoi sont bâtis après tous les frameworks qui permettent de faire du développement de services REST et bien comprendre en gros ce mécanisme de servlet qui est vraiment le mécanisme sous-jacent qui permet de transformer une requête HTTP en un appel de méthode Java en dessous. Donc, c'est quoi une servlette? C'est en gros un composant logiciel écrit en Java qui tourne côté serveur et en gros qui est capable de consommer une requête HTTP et de renvoyer une réponse en sens inverse. Il est comparable quand il est arrivé avec ce qu'on faisait avec des notions de CGI, où on pouvait écrire des scripts C par exemple ou C++ pour justement consommer une requête HTTP et fournir une réponse, ou tous les langages de script côté serveur type PHP, ASP+, etc. L'idée de base, c'est que ces servlettes s'exécutent dans un moteur de servlettes. Vous avez sans doute entendu parler de moteurs comme Tomcat, Jetty, Undertow, et qui va justement faire le lien entre l'instanciation des servlettes et puis la machine virtuelle. Donc c'est vraiment le processus qui va venir charger un fichier binaire qui contient l'ensemble des servlettes, instancier les objets instances de ces classes de servlettes, traiter les requêtes HTTP, faire le lien avec une invocation de méthode Java qui est définie dans la servlette et faire le traitement. Donc on a pas mal, donc toujours pareil, l'intérêt des servlettes, c'est que ça a été défini avec des API standardisées, exactement comme ce qu'on a vu pour JPA, et qu'on a après un certain nombre de moteurs de servlettes qui sont disponibles. Je vous ai dit Jetty, Tomcat, Undertow, mais il y en a encore d'autres. À quel moment on se sert de servlettes? Globalement, dès qu'on veut faire des traitements dynamiques côté serveur, c'est-à-dire dès qu'on veut faire des éléments où suite à une requête HTTP, je souhaite faire un traitement en Java. Quel est l'intérêt de faire ces traitements en Java? C'est évidemment qu'on rebénéficie de tout l'écosystème des librairies Java disponibles et puis qu'on bénéficie aussi d'un langage qui a des mécanismes d'exception, évite des erreurs par exemple, de dépassement de mémoire quand on gère des tableaux, etc., ce qui était le cas en C et C++, qui pouvait être potentiellement plus dangereux. Et donc, naturellement, on va exécuter nos applications web dans un bac à sable qui va réduire en partie le risque d'attaque sur nos servlettes. Je n'ai pas dit que ça permettait de faire du développement sécurisé, mais par rapport à faire du développement, par exemple en C pour traiter des requêtes HTTP, évidemment, les risques, le développeur risque est davantage protégé pour faire ces développements. Alors, c'est quoi l'avantage des servlettes? Pourquoi ça a été beaucoup utilisé? Pourquoi ça reste une technologie un peu cœur de tout ce qui est développement côté serveur en Java, même si après, pas mal de surcouches ont été développées au-dessus des servlettes. Tout d'abord, on récupère le côté portabilité. Donc, ça permettait d'avoir des applications qu'on peut développer côté serveur, que ce soit sur des serveurs sous Linux, sur des serveurs Windows, etc. On bénéficie de l'écosystème Java qui est capable de tourner sur différentes plateformes. On récupère aussi une certaine puissance de développement avec tout l'écosystème Java, des nombreuses librairies existantes pour justement se connecter aux bases de données, faire des traitements d'images, tout ce qu'on souhaite faire derrière. Par exemple, imaginons que sur une requête HTTP, on a besoin d'aller faire une recherche en base de données, on va pouvoir utiliser JPA. Et donc, si, comme JPA nous permet d'être à un niveau d'abstraction assez intéressant quand on souhaite travailler avec une base de données, on récupère cette puissance et en termes d'expressivité des librairies sous-jacentes. Là où de temps en temps on voit Java comme un langage qui est peu efficace, en fait, l'architecture même d'un moteur de servlet est bien faite. Elle utilise massivement les processus légers plutôt que des processus système comme les CGI, et ce qui fait que globalement on passe très bien à l'échelle, même si on a énormément de requêtes simultanées qui vont aller. On a aussi maintenant des mécanismes pour avoir des API qui sont davantage asynchrones. Donc tout ça fait que là aussi, ça permet d'avoir des traitements côté serveur et une gestion de la montée en charge du nombre de clients connectés assez bien faite. On garde un développement à peu près sûr, on récupère tout l'aspect typage statique, IDE bien fait, gestion d'erreurs par exception, fonctionnement dans une machine virtuelle qui fait que, au pire, on va cracher la machine virtuelle, mais pas forcément le système en dessous, etc.
Et évidemment, le dernier point, le fait que beaucoup de librairies existantes sont gratuites, voire open source, et c'est aussi le cas pour les moteurs de servlettes. Si on regarde un peu ce que c'est qu'une servlette, on a donc notre client web, ça peut être par exemple notre navigateur, qui a capacité à envoyer une requête. Que va faire cette requête? Eh ben, par exemple, si on envoie un GET en HTTP, eh ben, il va être envoyé à une certaine URL, et en fonction de cette URL, le moteur de servlette va être capable de sélectionner quel est le bon composant web qui doit faire le traitement de cette requête. Dans ce cas-là, il va déléguer l'appel à ce composant web qui, lui, maintenant, on est dans une invocation de méthode Java, donc ce traitement peut faire ce qu'il veut. Il peut se connecter à une base de données, il peut se connecter à un autre service, il peut lancer des threads, il fait tout ce qu'il veut à ce niveau-là, on est dans un programme Java. Quand il a fait les traitements qu'il souhaitait le faire, il va pouvoir renvoyer un objet de haut niveau de type HTTP Servlet Response, et cet objet de haut niveau va être traduit automatiquement par le moteur de servlet en une réponse HTTP qui sera renvoyée au client. Donc le client, ça peut être une application web écrite en JavaScript qui tourne dans le navigateur, mais ça peut être aussi une autre application lourde écrite en Python, mais qui a besoin de dialoguer en HTTP en envoyant des flux de données vers une application qui tourne en Java. Comment est-ce qu'on va faire une première servlette? Donc je referai une petite démo derrière, juste pour montrer. Faire une servlette, c'est assez simple, c'est implémenter une classe qui va étendre la classe HTTP Servlet, et en étendant cette méthode-là, elle va pouvoir surcharger, si elle le souhaite, un certain nombre de méthodes, dont les méthodes, par exemple, doGet et doPost, qui seront les méthodes qui vont être appelées par le moteur du servlet si, sur l'URL de cette servlette-là, on reçoit une méthode GET. À l'inverse, si on reçoit une méthode HTTP POST, le moteur de servlet va invoquer sur un objet instance de Hello World la méthode doPost. Les paramètres de la requête auront été réifiés, donc transformés en un objet de type HTTP Servlet Request, et nous, on va avoir un objet de haut niveau HTTP Servlet Response pour traduire la réponse qu'on va vouloir faire. Ce qui va faire en sorte que si je viens faire une requête sur, par exemple, courweb/hello, je vais pouvoir, automatiquement, ça va appeler cette méthode doGet sur une instance de la classe Hello World. Je vais faire un traitement, et si dans mon traitement, je dis que moi, je veux renvoyer Hello World, dans ma page web, je vais voir le retour Hello World. On peut évidemment écrire de l'HTML à la main côté serveur, et donc on peut tout à fait envoyer la réponse si on est en train de parler à un navigateur web en lui disant, voilà la réponse, ça va être une page HTML qui est décrite de cette façon-là. On peut évidemment utiliser des moteurs de template pour faire ça, pour éviter de faire de l'HTML à la main. On va voir que de plus en plus, en fait, on va plus renvoyer d'HTML. On va renvoyer des données structurées, du JSON, de l'XML, d'autres types de données, parce qu'on va être, comme on avait vu au début du cours d'architecture, sur un mécanisme où le client web va être téléchargé à la première connexion en récupérant des fichiers HTML, etc., et qu'après le dialogue avec le serveur n'est qu'un dialogue pour s'échanger des données. La structuration d'un composant web, là aussi, a été standardisée, c'est-à-dire qu'on va retrouver, une fois qu'on a packagé un composant web, pour qu'il puisse être lançable par n'importe quel moteur de servlet, toujours un peu la même structuration. On va avoir un certain nombre d'informations de configuration des web pages, potentiellement des templates, potentiellement des ressources statiques, le code source, et puis un certain nombre d'éléments qu'on va retrouver sur cette partie. Il y a un fichier très particulier qui est bien à comprendre quand on va développer des servlets, c'est le fichier web.xml. C'est celui qu'on va configurer pour venir indiquer que si je reçois une requête, je vais configurer en gros mes routes, si je reçois une requête par exemple sur /hello, la servlette qui doit prendre la main c'est Hello World, et donc cette servlette Hello World, la classe d'implémentation c'est example.helloworld. On peut évidemment dans une application web avoir beaucoup de servlettes et elles vont pouvoir être configurées dans ce fichier web.xml, et depuis les servlettes 3, on peut aussi les configurer par annotation directement dans le code source
exactement comme pour la partie JPA, si on a à la fois des informations dans le web.xml et des informations sous forme d'annotation dans le code source, c'est le fichier web.xml qui a le dernier mot. Donc, ce fichier WAR qui va servir au déploiement, globalement, on a dit il a une structure prédéfinie, une structure où, à la fin, il se finit en .war, mais c'est un fichier zip. Et donc, il a un répertoire webinf dans lequel on va retrouver les classes qui auraient été compilées, les librairies utilisées, ce fameux descripteur web.xml, et puis des fichiers de tag. Et puis, à la racine, on va retrouver tout ce qui est ressources statiques, page HTML, etc., etc. Donc, dans l'API servlet, donc ce qu'ont fait les gens entre autres les gens de Sun à l'époque, quand ils ont défini la partie HTTP servlet, c'est vraiment d'essayer de réfléchir sur comment je rends une API la plus simple à utiliser par derrière. Et donc, par exemple, ils ont fait en sorte que on ait des interfaces pour définir ce que sont les servlets, quel que soit le protocole. Donc nous, évidemment, assez souvent, on va l'utiliser dans un contexte HTTP, mais ils ont aussi défini toute une API. Si, par exemple, on s'en sert pour traiter des messages SMTP, on veut faire un serveur SMTP qui va recevoir des mails, et en fonction des mails, il souhaite faire un certain traitement en Java, et ben en fait, on va avoir des servlets, SMTP servlets, etc., avec des méthodes particulières. Alors, en un seul slide, un petit rappel sur HTTP. Je suppose que la plupart d'entre vous connaissent ces parties-là depuis, on va dire, le niveau Bac plus 3, de comment fonctionne le protocole HTTP. Globalement, c'est un vieux protocole qui est vraiment une des pierres angulaires du web. Il va décrire les échanges entre un navigateur web et le serveur web. Il a le format suivant, il a une ligne de commande avec la commande HTTP qui peut être faite, l'URL avec laquelle il souhaite dialoguer côté serveur, et puis la version du protocole qu'il souhaite utiliser, une en-tête de requête, une ligne de vide, et puis le corps de la requête. La partie réponse, là aussi, a une ligne de statut. Donc ça, c'est les statuts que vous connaissez bien. 200 si tout s'est bien passé, 404 si la ressource n'est pas disponible, 500 si j'ai une erreur côté serveur, 403 si j'ai pas les droits, etc., etc. Et puis, on va retrouver le corps de la réponse. Les commandes essentielles qu'on va trouver au niveau de la requête HTTP, c'est les commandes get, put, post, delete. Et donc, elles sont passées dans l'URL là-dessus. Toutes les paramètres de la requête seront passés soit quand on est dans un get dans l'URL, soit quand on est dans un post, et dans un post, le client va pouvoir envoyer un certain nombre de données supplémentaires en même temps que sa requête. Donc, pour la structuration des classes, on va se retrouver, donc là c'est juste pour vous montrer un petit peu, nous quand on va écrire une servlette, on va écrire une servlette qui étend la plupart du temps HTTP servlet, mais pour bien comprendre l'API des HTTP servlet, il faut comprendre que c'est une API qui va implanter à la fois une API de la notion de servlet avec des services et puis une partie configuration. On a une notion de servlet générique qui est en gros l'implémentation de la classe service et puis, une implémentation de la classe HTTP servlet dans lequel on va avoir un premier traitement qui est que le service va être capable de décoder la trame HTTP, puis appeler la méthode doGet si celle-ci est implémentée, doGet, doPost selon le type de requête. Et comme nous, on va venir par exemple surcharger la méthode doGet, ce qui va se passer sur notre objet, c'est quand le flux arrive, il passe par la méthode service qui est implémentée dans HTTP servlet, et puis derrière, cette méthode appelle la méthode doGet qui est là. Ce qui nous donne ça comme traitement, si on schématise, je reçois une requête, mon moteur de servlet qui a préinstancié d'abord mes servlets, créé des objets, instances de mes classes, vient en fonction de l'URL sur lequel il reçoit la requête, appeler la méthode service avec les informations de la requête sur cet objet-là. Pardon. Cette méthode service vient faire le décodage de la trame, et puis après vient appeler la méthode doGet, doPost, doPut, doDelete en fonction du type de requête qui est reçu. Donc, nous, ce qu'on vient implémenter, c'est bien ces méthodes doGet et doPost.
Ces deux méthodes prennent en paramètre un objet HTTP servlet, un objet HTTP response, qui est globalement la réification, donc la transformation dans un objet de toutes les informations de la requête, et puis qui va nous permettre d'avoir une API pour créer un objet qui va servir pour savoir ce que le serveur doit renvoyer au client. Donc, HTTP servlet request encapsule le côté des informations sur la requête, quelle est la méthode, le server name qui a été contacté, les paramètres qui sont envoyés, etc., etc., depuis quel serveur ça revient, sur quel port, d'autres informations sur la requête. Et HTTP Servlet Response, lui, va nous permettre de créer le flux de données qui doit être envoyé, mais aussi de setter le statut. Est-ce que c'est une requête de 100 ? Est-ce que je renvoie un 404, un 500, etc. Et puis le content type, parce qu'évidemment, le client va nous envoyer une requête en disant « Moi, je préférerais, par exemple, récupérer du JSON ». Et ben, on va pouvoir lui dire, en fait, ce que le flux de données que je vais te renvoyer, c'est oui, c'est du JSON, ou au contraire, non, non, là, moi, je te retourne de l'XML, etc. Dans les autres API disponibles, bah, c'est là aussi qu'on va avoir une API de haut niveau, par exemple, pour envoyer une demande de redirection, pour dire j'ai reçu une requête sur telle URL, mais en fait, cette ressource s'est déplacée, elle est maintenant disponible à telle URL. Donc, ça va nous permettre d'écrire des choses comme ça si on veut envoyer du texte. Quand je reçois ma requête, eh ben, je vais pouvoir lui dire ce que je te renvoie, c'est du texte. Je crée mon writer, et puis après, je mets mes informations de texte que j'envoie de cette façon-là. Si à un moment, je veux créer une URL en expliquant qu'elle s'est déplacée, bah, si j'ai besoin d'envoyer un redirect, donc un code 304 si je me souviens bien, bah, je vais pouvoir le faire en faisant un send redirect, en disant bah, si je reçois une requête là-dessus, en fait, tu t'envoies une demande de redirection sur telle URL. Dans ces cas-là, les navigateurs modernes, par exemple, vont automatiquement déclencher la requête sur cette URL. On peut évidemment aussi, sans problème, renvoyer non pas de l'HTML, etc., mais un fichier. Par exemple, quand on fait un traitement, c'est-à-dire que la création de ce fichier peut être dynamiquement faite à un moment. Et donc, je vais créer ce fichier-là, et c'est ce type de message que je vais renvoyer en retour pour dire, en fait, ce que je vais te renvoyer, c'est un content de disposition qui aura comme fichier texte, et puis après, j'envoie en binaire tout ce que doit contenir ce fichier texte. Ça, c'est ce qui va permettre à un moment que si j'arrive sur telle URL, et ben en fait, ça va déclencher côté navigateur pas comme si, ça va déclencher un téléchargement de fichier. Évidemment, on peut donc se servir des servlets pour faire un élément classique qui est, en fait, j'ai un formulaire quelque part, ce formulaire va être posté, donc il va appeler une méthode post sur mon serveur, et côté serveur, pardon, je vais récupérer les paramètres qui ont été mis dans le formulaire. Donc ça, clairement, on le fera plus comme ça une fois qu'on aura vu Angular, etc. C'est du web à l'ancienne, mais c'était vraiment la façon de faire le web à l'ancienne. Je créais des formulaires, et quand le formulaire était envoyé, je récupérais ces données-là. Comment je récupérais ces données-là ? Eh bien, par exemple, sur la méthode où je récupérais les éléments, je pouvais récupérer ce qui avait été rentré pour le paramètre qui s'appelait nom. Et donc, ce paramètre qui s'appelait nom, c'était une information dans le formulaire. C'est parce que j'avais par exemple une text area qui avait un ID qui avait comme valeur non. L'autre point qu'il faut bien comprendre, c'est le cycle de vie d'une servlette. Vous n'allez jamais créer vous-même les objets instances des classes servlettes que vous avez décrits. En fait, vous faites des classes, et il se trouve que le moteur de servlet va appeler, quand il reçoit une requête, sur un objet instance de cette classe-là. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est le moteur de servlet, par exemple Tomcat, qui va instancier les servlettes, appeler une méthode init sur ces servlettes, puis quand il reçoit des requêtes doGet et doPost, et à tout moment, il peut décider de détruire la servlette, et dans ce cas-là, il appelle la méthode destroy. Le cycle de vie de servlet, il est complètement piloté par le moteur de servlet sur des probes. Donc évidemment, souvent les moteurs de servlet sont configurables, mais ce que dit le standard, c'est que c'est bien le moteur de servlet qui va décider à quel moment il gère l'instanciation, à quel moment il gère la destruction en fonction de ses besoins. Donc, la plupart du temps, au moment où le code d'une servlet est chargé dans le conteneur, il va créer une seule instance de la classe servlet. Cette instance, elle est capable de traiter plusieurs requêtes.
et donc on va se trouver là-dessus. Le gros intérêt, c'est qu'on va gagner du temps parce que sur la création des objets, parce qu'elles auront été créées avant même que les requêtes arrivent. Donc ça nous fait une empreinte mémoire qui est petite, et puis ça reste assez simple de gérer cette partie servlette. Qu'est-ce que ça veut dire par derrière ça? Ça veut dire que quand on fait par exemple une servlette qui a un simple compteur, donc par exemple je crée une classe servlette, je la rends disponible à une URL, elle étant HTTP servlet, dans ma méthode doGet, et à chaque fois que je reçois une requête, j'incrémente de 1 un attribut de type count, et puis je renvoie en retour vers mon client, cette servlette a été acceptée X fois. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si j'ai 3 navigateurs différents connectés à cette même servlette, si chacun des navigateurs fait une requête, le navigateur verra depuis son chargement, on a accédé à cette servlette une fois, le deuxième 2 fois, le troisième 3 fois, parce qu'en gros, cette variable-là, comme je n'ai qu'une seule instance de la classe Simple Controller Servlet qui est créée, cette variable-là, elle se retrouve partagée entre tous les clients qui viennent faire des requêtes sur cette URL particulière. Dans les servlettes, il n'y a pas de constructeur à proprement dit. C'est-à-dire qu'évidemment, on a un constructeur de classe Java qu'on peut définir, mais c'est rarement là qu'on fait le traitement. On va plutôt, dans le cycle de vie, on va avoir une méthode init, dans laquelle on peut faire tout un ensemble de choses, entre autres, imaginons que votre servlette ait besoin de se connecter à la base de données, c'est là qu'on va se préconnecter à la base de données, etc. Init peut être appelé à différents moments, lorsque le conteneur de servlet démarre, lorsque la première requête à la servlet, sur demande explicite de l'administrateur du serveur de web, etc. Tout ça, c'est le standard, laisse les éléments ouverts là-dessus. Donc par exemple, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Imaginons que notre variable count, on ait envie de la configurer au moment du démarrage avec une information qui vient de quelque part. Par exemple, on va pouvoir initier la servlette en mettant count égale 6 à ce moment-là. Et donc, ça veut dire qu'on démarrera au moins à 6. Ce qu'on fait très souvent, c'est qu'en fait, la variable d'initialisation, elle a été définie dans le descripteur de déploiement, ce fameux fichier web.xml. Par exemple, si vous vous souvenez sur JPA, pour savoir à quelle persistance unit on va se connecter, les persistances unit, elles étaient nommées, et on va mettre dans le web.xml en disant quand tu démarres, la persistance unit que tu dois utiliser, c'est dev, c'est prod, c'est MySQL. Là, par exemple, la valeur du compteur initial que je souhaite avoir, c'est 50. Donc, je définis ça avec un init param dans mon web.xml. Et puis, dans la méthode init, je vais pouvoir lui dire, donne-moi la valeur de la variable qui s'appelle initial counter value. Et puis, c'était cette valeur-là de l'autre côté. Au même titre qu'il y a une méthode init, il y a une méthode destroy qu'on peut surcharger. Cette méthode destroy, par exemple, elle va nous servir à libérer des ressources qu'on a instanciées pour la servlette. Par exemple, les connexions à la base de données, le fameux entitymanager.getHelper.close, où on va clore les connexions avec la base de données. Comment garder les informations d'état au cours d'une série de requêtes d'un même utilisateur pendant un temps donné? En fait, HTTP, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un protocole qui est sans état. Ça veut dire que naturellement, si mon client il se connecte 2 fois à mon serveur, j'ai pas vraiment de raison pas vraiment de moyen et pas vraiment de raison de savoir que c'est le même client et qui s'était déjà connecté. Alors en fait, il y a plein d'applications, on a besoin de ça. Par exemple, si vous imaginez votre panier de courses, votre panier Amazon, évidemment, entre 2 requêtes, si vous avez mis des choses dans votre panier, vous avez bien envie que votre panier il reste à jour. Donc cette problématique de faire semblant qu'HTTP devienne un protocole stateful, c'est une problématique qui est classique. Il y a plein de solutions pour mimer ça côté développement. On peut éviter, alors il y a des techniques un peu anciennes mais qu'on retrouve encore utilisées, qui consistent par exemple à se dire je vais réinjecter dans un formulaire caché des champs cachés avec les valeurs que je veux faire passer d'une requête à une autre. Il y a un peu plus élégant, c'est l'utilisation des cookies. Je vais créer un cookie, et ce cookie, évidemment, va m'être renvoyé à la requête suivante. Un cookie, c'est lié à un domaine. En gros, c'est une sorte d'élément clé-valeur pour un domaine dédié. Donc, ça veut dire que maintenant, dès que mon serveur va faire une requête vers moi-même, il va me renvoyer mes cookies. Et puis, pour éviter que si demain, il y a un nouveau mécanisme, etc., ou selon le navigateur, que certains mécanismes ne soient pas disponibles et que le moteur servlet s'adapte, il y a toute une API
qui s'appelle HTTP Session, qui a été créé justement pour maintenir des sessions au sein d'une servlette, au sein d'une application web ou entre applications web, et qui va nous permettre de se passer de l'information si un client se connecte 2 fois à la même servlette, 2 fois au même composant web ou 2 fois au même serveur, tout court. Donc les cookies, comment est-ce qu'on va gérer ça? Qui est le premier mécanisme de base? Bah voilà, on a une API pour créer les cookies côté serveur. On peut faire un new cookie. Donc on a dit c'est un côté clé-valeur avec son nom, sa valeur. On va pouvoir sur un cookie récupérer son nom, sa valeur. C'était ça. Mettre sa date d'expiration. Un cookie doit souvent expirer dans le temps. Et donc à tout moment, quand je processe la requête, je vais pouvoir dire je crée un cookie, j'ajoute ce cookie. Et puis après, pour récupérer les cookies qui avaient déjà été mis, je peux lui dire à la page donne-moi les cookies précédents, enfin qui ont été mis sur cette URL-là, et puis ou sur ce serveur-là, et puis je vais récupérer la valeur. Ça veut dire que à la première connexion, je vais créer mon cookie, et puis après, si j'ai un cookie qui existe, je peux facilement récupérer cette information. Donc un petit exemple pour montrer comment ça marche. Quand je vais traiter ma requête dans mon NuGet, je vais tout à fait pouvoir lui dire récupère les cookies. Si j'ai pas de cookies, alors je crée un cookie session ID par exemple pour mettre des choses dedans, et puis j'affiche un résultat. Si j'ai un cookie qui a comme valeur session ID, alors je vais pouvoir récupérer sa valeur directement. L'inconvénient des cookies, c'est qu'évidemment maintenant on est obligé de mettre un petit bandeau pour dire attention, je vais vous mettre un cookie, et qu'à tout moment l'utilisateur peut les refuser. Donc en fait, pour gérer des sessions, c'est pas toujours la solution la plus simple. Et donc c'est pour ça que très souvent, quand on développe avec les servlettes, on va utiliser cette notion d'HTTP session, qui permet d'avoir différentes techniques pour maintenir cette session. Donc comment marche ce mécanisme d'HTTP session? En fait, quand je récupère une requête dans ma méthode doGet, doPost, doPut, doDelete, je peux appeler la méthode getSession, qui va me retourner l'objet instance d'HTTP session. Et sur cette session-là, je peux récupérer les attributs, setter des attributs, clé-valeur, et puis évidemment quitter la session si j'en ai besoin. Donc par exemple, pour mon fameux compteur, si je voulais ce coup-ci que mon compteur il s'incrémente que pour un client particulier et que s'il y en a un autre qui arrive, on n'est pas complète pas ça. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est créer ma session. Dans l'attribut count, s'il n'existe pas, je lui crée un entier avec une valeur 1. Sinon, je lui mets à la place un entier incrémenté de 1 par rapport à la valeur précédente. On peut ensuite partager de l'information au sein d'une application web, donc entre plusieurs servlettes. Donc ça, pour faire ça, on va utiliser l'API getServletContext, qui est toujours aussi disponible au niveau de la requête. Donc par exemple, on va pouvoir lui dire donne-moi le contexte de la servlette, et puis toujours pareil, je peux mettre des attributs, et ça permettra à une autre servlette, de récupérer cette valeur-là. Donc la différence entre cette partie session qui était vraiment au sein même d'une servlette, là on est au sein d'une application web, donc si j'ai plusieurs servlettes dans mon application, je pourrais partager de l'information entre ces servlettes. Donc on peut le faire soit avec un mécanisme HTTP session et si on souhaite partager des informations entre applications, on peut partager dans un conteneur d'informations externes, par exemple une base de données clé-valeur comme Redis, etc. Et donc, si j'ai deux applications qui n'ont rien à voir, les deux vont pouvoir se connecter à cette même base de données clé-valeur pour partager des solutions. Soit je vais aussi pouvoir partager des contextes qui sont communs à plusieurs applications avec cette méthode-là pour récupérer un contexte. Et dans ce cas-là, on se retrouve comme dans le cas précédent. Donc je vais par exemple pouvoir récupérer le contexte servlet contexte, et puis celui-là, je vais pouvoir mettre des informations dessus. Quelqu'un d'autre pourra aussi récupérer ce contexte servlet contexte sur le même serveur, et dans ce cas-là, les deux applications qui n'ont rien à voir partageront le même contexte. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, j'ai différents mécanismes pour gérer cette notion de session et de partage d'informations au sein d'une application web. J'ai le côté, l'objet HTTP Servlet Request qui va me permettre de récupérer ça au niveau du client. L'objet HTTP Session qui va me permettre de vérifier ce partage de données au niveau d'un client.
et puis servlet contexte qui va me permettre de le faire au niveau de l'application web. Il y a après tout un mécanisme de chaînage des traitements, si on souhaite, au niveau des servlettes. On peut appliquer des filters, on peut forwarder des traitements vers une autre requête, etc. Pour vraiment avoir cette notion de la requête en entrée, je la fais passer par différents process avant de créer le résultat. Donc ça, c'est un mécanisme qui existe au niveau de l'API de servlette. Donc, par exemple, quand je reçois une requête, je vais pouvoir dispatcher cette requête vers une requête précédemment, qui, elle, sera traitée pour récupérer des données et faire quelque chose. Donc là aussi, j'ai toute une API là-dessus. Je passe assez vite. Qu'est-ce que j'ai comme autre fonctionnalité? J'ai des mécanismes dans l'API pour mettre des listeners pour être notifié au moment du changement de cycle de vie de la servlette. Je peux évidemment accéder à base de données en JDBC ou en JPA. J'ai tous des mécanismes pour gérer la sécurité dans les moteurs de servlette, entre autres la problématique de l'authentification. Je peux gérer des pages d'erreurs spécifiques en disant si j'ai une erreur 500, en fait, le message de retour que tu enverras à tout le monde, c'est celui-là. Et puis, je peux appliquer des filtres de pré-traitement pour, par exemple, vérifier l'authentification, vérifier, par exemple, que les paramètres qui me sont envoyés depuis le navigateur ne contiennent pas de bouts de morceaux d'SQL qui pourraient être dangereux de mon côté, etc., etc. Donc, on s'arrête là pour cette petite intro très rapide sur cette partie servlette. Dans la vidéo suivante, je vous fais une petite démonstration pour vous montrer comment ça marche. Et après, on va davantage rentrer sur cette partie APIfication, donc en regardant d'abord la partie service web, et entre autres ce qui avait été défini à l'époque par le W3C pour les services web, et puis en montrant maintenant l'évolution donc les services web, il y a tout un ensemble de standards associés. Et puis après, on va regarder un peu les pratiques actuelles, entre autres la notion de RESTful Services, qui elles sont un peu plus en dehors des standards. En tout cas, où les standards sont moins stricts. Merci beaucoup, n'hésitez pas s'il y a la moindre question.